Bienvenue au Serengeti, où chaque créature est un guerrier. Serengeti, là où chaque âme est un guerrier. Serengeti, alors que le soleil hésite à l'horizon. Toute la plaine était plongée dans une lumière tamisée et douce, c'était aussi le moment où la vie commençait à s'agiter. Au pied d'une termitière abandonnée, de minuscules museaux sortaient du sol. Une mangouste rayée, à la fourrure gris-brun, le dos marqué de rayures noires régulières, reniflait l'air du petit matin, les oreilles dressées comme un radar vivant. Il regarda autour de lui pendant un moment, puis parla. De l'intérieur de la grotte, tout le troupeau commença à s'écouler comme un petit ruisseau, agile et alerte. Ils sont petits, agiles, mais ne doivent pas être sous-estimés. Chaque mangouste ne pèse qu'environ 1 à 2 kg, soit moins que le poids d'un adulte. Mais au lieu d'être solitaires, ils choisissent de vivre en société, soudés, disciplinés et organisés. Un troupeau peut compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus et chaque matin, ils se mettent en marche comme une force expéditionnaire bien entraînée. Lorsque les premiers rayons du soleil atteignent le sol, une femelle plus âgée, généralement la chef, émet une série de cris courts et aigus. Ce fut le signal pour que le groupe se disperse, se déplaçant en demi-cercle à travers les buissons, les monticules rocheux et l'herbe basse. Les adultes en bonne santé avancent, explorant et recherchant des proies. Le bébé et la mère vont au milieu, protégés. Quelques autres individus occupent toujours des positions élevées, des monticules de terre, des branches d'arbres, pour faire office de sentinelles. Leur régime alimentaire est incroyablement varié, grillons, coléoptères, mille-pattes, araignées, œufs d'oiseaux, tout ce qui peut être déterré dans un sol sec est un repas potentiel. Les mangoustes ne chassent pas seulement des insectes ou des reptiles. Parfois, ils ciblent des proies plus grosses, comme des lièvres. Lorsqu'elle attrape une proie, la mangouste utilise ses pattes avant pour la maintenir fermement, puis utilise ses petites dents acérées pour la faire tomber. Ils savent même utiliser des pierres comme outil pour casser des œufs, un comportement rare chez les petits mammifères, démontrant une dextérité et une intelligence extraordinaires. Mais ce qui distingue vraiment la mangouste, c'est son audace. Certaines espèces sont prêtes à affronter des serpents venimeux, notamment les cobras.
Il ne se précipite pas au hasard, mais entoure le serpent, divisant son attention, s'approchant et reculant constamment, attendant le bon moment pour lui infliger une morsure mortelle. Dotés de réflexes ultra rapides et d'une résistance naturelle au venin, ils peuvent achever des ennemis dangereux d'un seul coup. Les mangoustes ne sont pas seulement des chasseurs solitaires, elles sont des guerrières tactiques, agissant en groupe, sous le commandement invisible du collectif. Et c'est pourquoi, bien qu'ils soient petits dans le vaste Serengeti, ils sont suffisamment courageux pour ne pas devenir la proie des prédateurs. Un égaré du troupeau. Tout là-haut, l'ombre noire d'un aigle tournoyait, déployant ses ailes en silence. En un éclair, il fondit comme une flèche, ses griffes saisissant la minuscule proie. Le cri déchira l'air. Tout le troupeau entendit. Sans reculer, ils chargèrent. Plus d'une douzaine de civettes criaient, sautaient et encerclaient le féroce oiseau de proie. Des sifflements, des cris, des griffes qui grattent le sol et même les pieds du voleur. Surpris et bouleversé, l'aigle fut contraint de lâcher sa proie. Le nouveau-né tomba, étourdi, mais vivant. Ils se sont tirés l'un l'autre vers le nid. Rapide. Fort. Un petit troupeau chassé par un prédateur aérien. Parce qu'avec la mangouste, personne n'est laissé pour compte. Le monde des mangoustes n'est pas seulement une question de survie, mais il est également fondé sur le partage et l'éducation. Sous le sol dur de la termitière, dans un espace chaud et sûr, une mère est allongée sur le côté, exposant son ventre doux et poilu. Les jeunes, les yeux nouvellement ouverts, faibles et tremblants, se blottissaient à la recherche de lait, recroquevillés comme de minuscules masses vivantes. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils ne sont pas seulement les enfants d'une seule mère. Dans une colonie, de nombreuses femelles donnent naissance en même temps, une stratégie évolutive astucieuse. En donnant naissance en grand nombre, les enfants ne sont pas seuls, mais grandissent en nombre, où les risques sont partagés et les chances de survie sont plus élevées. Tous les enfants sont élevés par la mère, quelle que soit leur lignée. Les mères à naître ou les anciennes mères joueront le rôle de « nourrice », se relayant pour prendre soin, nourrir et surveiller les enfants. Tout le troupeau élève, enseigne et aime ensemble. De la recherche de proie à l'évasion, en passant par les sons d'alarme sophistiqués, chaque compétence est transmise comme un héritage collectif. Chez les mangoustes, l'intelligence ne réside pas dans l'individu, mais dans la communauté. Ils communiquent à l'aide de séquences sonores complexes, chaque type d'ennemi, chaque situation a son propre appel. C'est une langue non parlée, mais étonnamment précise et efficace. Et puis,
Tandis que la lumière du soleil passait progressivement du jaune pâle au blanc éclatant, le troupeau continua son voyage, traversant l'herbe sèche et croquante et la poussière roulante et languissante. Au loin, le sol tremblait doucement sous de lourds battements. Une autre créature s'approche. Petit, trapu, avec son long museau touchant le sol, un phacochère africain creusait des racines dans le sol fissuré. Des crocs courbés repoussaient l'herbe, des yeux petits mais brillants, toujours en alerte. Une créature apparemment maladroite, mais extrêmement alerte. La mangouste l'a reconnu de loin, non pas comme un prédateur, mais comme un allié. Quelques-uns s'approchèrent, grimpant sur le dos du cochon avec habileté et sans hésitation. Cela peut sembler une blague, mais il s'agit d'une étrange relation symbiotique qui existe depuis longtemps dans cette savane sèche. Les mangoustes aident les phacochères à attraper des parasites, et le dos des porcs devient un point d'observation idéal pour les mangoustes afin de se protéger des prédateurs. Aucun d'eux n'avait besoin de mots, juste d'une confiance silencieuse forgée au fil du temps. Parfois, cela ressemble à une journée au spa dans la nature, mais pour les mangoustes, la détente ne signifie jamais baisser la garde. Car d'un seul coup soudain, des centaines de kilos de chair musculaire s'effondrent comme un rocher s'effondrant à l'entrée d'une grotte, et une petite civette peut être écrasée en un instant. Ils le savent bien. Ainsi, même si elle saute sur le dos de son compagnon, la mangouste garde toujours suffisamment de distance pour s'échapper, toujours en position de ressort, si nécessaire. Dans le Serengeti, même l'amitié requiert un instinct de survie. Et si la mangouste est un guerrier intelligent et agile, le phacochère est un survivant silencieux, résilient et têtu comme la terre craquelée sous ses pieds. Le corps du phacochère est d'apparence plutôt rude, des poils clairsemés, une crinière le long du dos qui se dresse lorsqu'il est agité, deux défenses courbées dépassant des lèvres, se recourbant comme des lames. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence rugueuse, sous cette peau rugueuse se cache un système de défense redoutable. Ces crocs acérés ne servent pas seulement à intimider. Lorsqu'ils sont acculés, les phacochères sont prêts à se battre, forts et sans compromis. Ils vivent généralement seuls ou en petits groupes, une mère conduisant ses petits, cherchant tranquillement de la nourriture le long des vallées sèches, des lisières basses des forêts ou autour des flaques d'eau peu profondes. Ils creusent le sol avec leur museau, utilisant leurs pattes avant robustes pour déterrer les racines, les tubercules, les mauvaises herbes, tout ce qui est assez mou pour être mâché. Parfois, ils mangent aussi des charognes ou des excréments, les plus sages ne sont pas difficiles, ils survivent simplement.
Lorsque la saison des pluies arrive, les femelles se séparent du troupeau et se retirent dans une tanière abandonnée pour donner naissance à des petits, généralement 2 à 6 à la fois. Pendant les premières semaines, il quitte rarement sa tanière, ne s'enfuyant que lorsque cela est absolument nécessaire. Les jeunes sont allaités, dorment profondément dans l'obscurité et grandissent avec une patience tranquille. Ils ne se laissent pas convaincre, mais apprennent à survivre dès les premières leçons, creuser, être vigilants et courir quand c'est nécessaire. Les phacochères ne chassent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Lorsqu'ils sont poursuivis, ils se précipitent à des vitesses incroyables, la queue dressée comme des antennes, zigzagant à travers les buissons pour semer leurs poursuivants. Lorsqu'ils ne peuvent pas s'échapper, ils retournent dans leur grotte, la tête tournée, les crocs pointés comme des armes, en attendant. Lions, léopards, hyènes, tous savent qu'un phacochère acculé est un adversaire dangereux. Leurs tanières sont généralement des terriers abandonnés d'oryctéropes ou de porcs-épics, et parfois même des tunnels creusés par eux-mêmes. Pendant la journée, ils sortent pour chercher de la nourriture. La nuit, le troupeau se retire dans ses terriers, chauds, privés et suffisamment exigus pour faire hésiter les prédateurs. Ils ne sont pas bruyants, ne chassent pas et ne dominent pas les grands troupeaux. Mais ils sont patients, prudents et très difficiles à éliminer du jeu. Mais peu importe leur entêtement, les phacochères ne sont toujours pas sortis du tourbillon de la chasse et sont chassés. Leurs ennemis sont présents dans toutes les couches écologiques, hyènes en meute, lions tapis dans les hautes brousses et léopards cachés dans les branches basses des arbres. Chacun a une tactique différente, une approche différente, mais ils ont tous le même objectif, les individus immatures, lents ou négligents. Parmi eux, il y a un chasseur qui n'est pas bruyant, pas agressif, mais dangereux en raison de sa patience et de sa vitesse mortelle. Une ombre fine scintillait derrière l'herbe d'acacia, se déplaçant aussi légèrement que le vent, n'apparaissant qu'un instant puis disparaissant à nouveau. Les yeux plissés au soleil, les pattes avant levées comme si elles ne touchaient pas le sol, chaque pas calculé à chaque respiration. Guépard, guépard. Le prédateur le plus rapide de la planète, et aussi un artiste solitaire des prairies. Ses yeux se fixèrent sur le jeune phacochère qui traînait derrière sa mère. Une seconde plus tard, il a explosé. La tornade dorée s'est précipitée sur la prairie. Le phacochère s'enfuit en panique. Maman tourna la tête et cria. Pas le temps. Le guépard accélère comme l'éclair, bondit, renverse et mord directement sa proie. Juste quelques secondes.
Tous les mouvements ont ralenti. Le bébé restait immobile, ses jambes tremblant une dernière fois. Le guépard n'a pas rugi ni sifflé, il s'est simplement accroupi et a commencé tranquillement son repas. Dans la prairie, le silence est parfois le cri le plus fort. La vitesse ne crée pas de drame. Le rythme est dramatique. Dans le Serengeti, personne ne le sait mieux que le guépard. Dans un monde où la survie du plus fort n'est pas forcément de mise, le guépard est le plus rapide. Si vite que l'œil humain ne peut pas suivre, si vite que la proie ne se rend même pas compte quelle est la cible. Son corps a été conçu pour la vitesse, muscles fins, longs et flexibles, queue comme un gouvernail, poitrine large pour maintenir une respiration régulière lors de l'accélération. Les yeux sont bordés de 2 stries noires s'étendant des commissures jusqu'aux lèvres, comme des larmes rapides, contribuant à réduire l'éblouissement du soleil lors de la chasse à midi. Contrairement à leurs parents plus grands comme les lions ou les léopards, les guépards ne rugissent pas. Ils gazouillaient doucement ou émettaient des sons doux, légers, solitaires, presque semblables à ceux d'un oiseau. Ce corps élégant est une conception sophistiquée pour la vitesse à court terme. En quelques secondes, il peut atteindre plus de 100 km/h, mais de ce fait, chaque chasse est un pari risqué. S'il rate sa cible, il doit se coucher, reprendre son rythme cardiaque et laisser la proie s'échapper dans les buissons lointains. Les guépards chassent pendant la journée. La lumière lui permet d'observer à distance, de sélectionner des proies faibles et de s'approcher secrètement. Une fente, un bond précis, ça suffit. Les proies sont principalement des petites antilopes, des lièvres, de grands oiseaux et parfois de jeunes phacochères, comme dans la dernière scène. Mais les guépards sont également confrontés à des risques. Il est vulnérable au vol. Les lions, les hyènes, et même les vautours, tous pouvaient attendre une chasse fructueuse et apparaître alors comme des fantômes affamés. Il n'était pas assez solide pour contenir un repas. Même en tant que prédateur, le guépard est fragile. Lorsque le moment de frayer arrive, la femelle le signale par son odeur. Les guépards ne vivent pas en troupeau, à l'exception de quelques frères et sœurs mâles qui vivent ensemble. Le mâle vient, s'accouple, puis s'en va. Le reste repose entièrement sur vos épaules. Après une gestation de plus de 90 jours, elle donne naissance à 2 à 6 petits, aveugles et totalement dépendants. Ils sont bien cachés dans les buissons et se déplacent fréquemment pour éviter d'être détectés. Chaque son,
Chaque mouvement peut alerter un prédateur. Taux de mortalité élevé. Dans certains endroits, seulement un nouveau-né sur 10 survit jusqu'à l'âge adulte. Mais la mère guépard a patiemment appris chaque chose à son enfant, comment ramper bas, comment écouter le vent, comment attendre. Les prairies sont calmes. Une leçon commence. La mère guépard conduit ses petits en silence à travers l'herbe jaune brûlée. Plus loin, un jeune impala broutait à quelques dizaines de mètres du troupeau, juste assez exposé pour devenir une cible. La mère léopard se cache, les yeux rivés sur sa proie. Les 3 oursons suivaient de près, pas encore assez rapides pour chasser, mais assez vieux pour apprendre. Une grande inspiration. Puis tout a explosé. La mère léopard s'est précipitée comme un éclair. La proie à la vitesse du vent reste immobile sous les griffes. Le troupeau s'est précipité en avant. Il mordait, griffait, déchirait, confus mais impatient. Pas à cause de la faim, mais parce que c'était la première fois que je goûtais du sang. La chasse est terminée. Les guépards ne dominent pas les prairies. Ce n'est pas un roi, ni un voleur. C'est un artiste de la vitesse, vivant de silence, de précision et d'un peu de chance. Et dans un pays où chaque pas peut mener à la mort, le guépard survit en marchant à un rythme plus rapide que la mort. Dans le vaste Serengeti, ce ne sont pas les plus forts qui survivent. Mais c'est celui qui sait attendre. Adaptable. Sachez rester ensemble. D'un petit groupe de civettes à un phacochère maussade, en passant par l'ombre dorée d'un guépard, chaque créature écrit sa propre histoire de survie. Et c'est là la véritable beauté de la nature, féroce, imparfaite, mais jamais arrêtée de vivre. La steppe, où la vie et la mort sont à portée de souffle. Ici, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Chaque créature doit choisir, chasser ou être chassée. Dans les hautes herbes et sous le soleil brûlant, le lion se cache, la hyène attend son heure. Ils se battent non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le contrôle, pour la survie. C'est un pays où le conflit est la norme et où seuls les plus forts survivent un jour de plus. Lion et hyène. La guerre des règles.
Le soleil rouge était bas à l'horizon, brûlant chaque centimètre de terre sèche et craquelée sous nos pieds. La savane africaine s'est ouverte comme un vaste océan d'herbes brûlées, vide et impitoyable. Ici, la vie est un privilège payé avec habileté, courage et rapidité. Aucune chance ne dure éternellement. Seuls ceux qui comprennent les lois sévères survivent. Et au milieu de cette image, deux noms résonnent comme l'ancienne malédiction du pays, le lion, qui règne par la force, et la hyène, qui défie par la ruse. Ils ne sont pas des ennemis nés pour se détruire. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre et grandissent dans un monde où tout a un prix. Chaque pas d'une gazelle, chaque battement de cœur d'un zèbre, chaque flaque d'eau peu profonde peuvent être l'étincelle qui déclenche une poursuite mortelle. Le lion se cachait dans l'ombre, ses yeux aussi acérés que des couteaux. La hyène observait tranquillement à distance, sans être pressée, mais toujours prête. Ici, le rugissement est la loi, le sang est la frontière et la faim est le motif éternel. Aucun faible n'est épargné. Il n'y a aucune pitié en vue. Mais derrière chaque bond, chaque hurlement, se cache un écosystème fonctionnel, une chaîne serrée qui empêche toute vie de s'effondrer. Chaque fois qu'il pleut, la vie semble reprendre vie. Mais quelques jours plus tard, le soleil se leva et la mort marcha silencieusement sur l'herbe douce. C'est ici que les plus grandes créatures, tant en stature qu'en volonté, sont mises à l'épreuve. Et c'est dans cette terre craquelée que des prédateurs comme les lions et les hyènes se battent non seulement pour la nourriture, mais aussi pour affirmer leur place dans la grande épopée appelée la steppe. Sous le soleil brûlant de la savane africaine, une ombre se déplaçait majestueusement et résolument. Pas de précipitation, pas d'agitation, mais chaque pas donne l'impression que l'espace ralentit. C'est le lion, le roi sans couronne des prairies. Mais le trône ici ne vient pas seulement de la force. Elle est construite avec du sang, avec de la discipline, avec des instincts affinés au cours de millions d'années d'évolution et surtout, avec un rôle irremplaçable dans le cycle de la nature. Les lions sont les seuls grands félins qui vivent en groupe.
unité sociale se compose en moyenne de 8 à 15 individus, mais peut atteindre 30 ou plus, chaque individu ayant une position et un rôle clair. Contrairement à la croyance populaire, ce sont les lionnes qui sont les principales chasseuses. Ils ne sont pas seuls. Chaque chasse est une coordination silencieuse mais extrêmement efficace. L'un sert d'appât, les autres tournent autour. Ils n'ont pas besoin de signaler avec du son. Les yeux, la position debout, les pas, tout cela est devenu un langage instinctif, transmis par la chair et le sang. Avec une vitesse de fuite pouvant atteindre 60 km/h et la capacité d'accélérer rapidement, une lionne peut atteindre sa proie en quelques secondes seulement. Mais ce qui fait la mort, ce n'est pas la vitesse, mais la patience. De nombreuses chasses durent des heures, où chaque pas est calculé, chaque buisson devient une cachette. Quand le moment arrive, on bondit. Un seul coup suffit à mettre fin à la vie d'une proie. Et quand le rugissement se fait entendre, c'est un signe, le territoire a été marqué. Le rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km de distance dans des conditions idéales. Non seulement un outil de communication, mais aussi une déclaration de domination. Tout étranger qui entend cela saura qu'il est entré dans un endroit indésirable. Le lion mâle, au cœur formé solitaire, est l'incarnation de la force pure. Avec leur épaisse crinière comme armure naturelle, elles ne chassent pas aussi souvent que les lionnes, mais sont des gardiennes.
Il protège la troupe des autres lions mâles, des hyènes et des chiens sauvages. Et chaque confrontation entre deux lions mâles adultes est un véritable combat, où les griffures, les morsures et même les rugissements déterminent qui mérite de régner. La durée de vie moyenne d'un lion mâle à la tête d'une troupe n'est généralement que de 3 à 5 ans. Il sera alors remplacé par quelqu'un de plus fort ou chassé, blessé et vivra le reste de ses jours seul, dans le calme et la tragédie. Mais durant son règne, il est responsable de l'élevage, de la garde et du maintien de la stabilité de l'ensemble du troupeau. Lorsqu'un nouveau lion mâle prend le contrôle d'une troupe, il tue tous les lionceaux qui ne sont pas les siens. Un acte cruel mais avec une raison biologique claire, ramener la femelle dans le cycle reproductif le plus rapidement possible. Les lions ne sont pas des tueurs insensés. Au contraire, chaque fois qu'ils tuent, ils contribuent à la régulation de l'écosystème. Ils chassent principalement des proies âgées, lentes et malades, éliminant ainsi les individus susceptibles de propager des maladies au sein de la population. De cette façon, les troupeaux d'antilopes, de buffles ou de zèbres peuvent maintenir leur santé générale et éviter les épidémies de maladies dangereuses. C'est aussi grâce aux lions que la population d'herbivores ne dépasse pas la capacité de charge de l'écosystème, empêchant ainsi la prairie d'être détruite par le surpâturage. Une fois le festin terminé, les restes de la carcasse deviennent la nourriture des hyènes, des vautours, des renards, voire des mouches et des micro-organismes. Une mort est le début d'une autre chaîne de vie. Aux yeux de l'homme, les lions peuvent être des symboles de pouvoir, mais aux yeux de la nature, ils sont le lien entre l'ordre et le chaos. Si un jour les lions disparaissaient, la savane ne serait plus jamais la même. Le nombre d'antilopes monte en flèche, l'herbe est mangée, la terre s'assèche, les sources d'eau s'assèchent et l'écosystème tout entier s'effondre dans une réaction en chaîne. Ainsi, le lion n'est pas seulement un chasseur. C'est le gardien de l'équilibre. Un symbole vivant de stabilité au milieu du flux chaotique de la nature. C'est la frontière ultime entre la vie et la mort. Et quand il rugissait dans la lueur rouge du soir, non seulement les oursons, mais toute la steppe semblait se taire pour écouter. Dans la vaste savane africaine, la hyène n'est pas aussi majestueuse que le lion, ni aussi gracieuse que le léopard, ni aussi silencieuse que le chien sauvage. Mais dans cette terre hostile, les hyènes sont l'une des créatures les plus résistantes. Surnommées carognardes, les hyènes ont longtemps été considérées à tort comme des symboles de méchanceté, d'opportunisme et de saleté. Mais si l'on regarde de plus près, on verra que derrière ce regard hostile se cache une histoire de survie pleine de stratégie, d'organisation et de traits humains. Les hyènes tachetées,
l'espèce la plus commune en Afrique, vivent en grandes troupes, allant de quelques individus à plus de 80. Ce qui est particulier, c'est que leur société est matriarcale, les femelles étant plus grandes, plus fortes et complètement dominantes sur les mâles. Une hyène leader peut régner pendant des décennies, occupant la position la plus élevée dans une hiérarchie stricte. Contrairement à de nombreux autres animaux, la hiérarchie dans une meute de hyènes est déterminée non seulement par la force, mais aussi par la parenté et la position héritée de la mère à la progéniture. La caractéristique la plus frappante de la hyène réside dans ses mâchoires extraordinaires. Avec une force de morsure allant jusqu'à 1100 psi, plus forte que celle d'un lion, une hyène peut facilement écraser l'os de la cuisse d'un buffle, manger la moelle, ronger jusqu'à la base du crâne et avaler tout ce qui reste. Ils ont un estomac très résistant, capable de digérer presque n'importe quelle matière organique, y compris la peau, les tendons et les os. Alors que de nombreuses espèces ne picorent que les parties molles, les hyènes utilisent pleinement leur proie, ne laissant rien à perdre. Mais les hyènes ne mangent pas seulement des carcasses. De nombreuses études ont confirmé que plus de 50% de la nourriture des hyènes est chassée. Ce sont des traqueurs intelligents, bien organisés, coordonnés et persistants dans la poursuite de leur proie. Ils n'accélèrent pas brusquement comme les lions, mais ont une endurance supérieure et peuvent courir sans interruption pendant des kilomètres sans se fatiguer, provoquant l'épuisement progressif de leur proie et leur effondrement. Une poursuite de hyènes peut durer plus de 30 minutes. Et quand c'est fini, toute la meute se précipite pour déchirer la proie avec des rires horribles. Le rire est en fait l'une des nombreuses formes de communication vocale utilisées par les hyènes. Ils peuvent émettre plus de 10 types de sons différents, gémissements, hurlements, rugissements. Chaque son véhicule une signification, avertir d'un danger, appeler les autres, menacer des ennemis ou annoncer la présence d'une proie. Le rire caractéristique s'entend lorsqu'on est agité, généralement lorsqu'on vole de la viande à un lion ou lorsqu'on se bat pour de la nourriture. Ce n'est pas un son joyeux mais un symbole de tension et de défi. Intelligentes et patientes, les hyènes possèdent également une mémoire et des capacités d'apprentissage exceptionnelles. Ils savent surveiller le comportement des différentes fiertés de lion, identifier les individus faibles et trouver les points faibles. Ils attendent que les lions se fatiguent après la chasse, puis apparaissent en groupe, les encerclent et les intimident. Dans certaines situations, lorsque le nombre est suffisamment élevé, les hyènes peuvent même forcer les lionnes à abandonner leur proie et à battre en retraite. Cependant, les hyènes ne gagnent pas toujours. Lorsqu'un lion mâle apparaît, l'avantage de la hyène disparaît immédiatement. Un lion mâle adulte peut tuer 2 à 3 hyènes en quelques minutes seulement.
Dans de nombreux conflits, les lions ne mangent pas les hyènes, ils les tuent uniquement pour éliminer une menace, pour avertir, pour maintenir l'ordre. Cependant, les hyènes n'ont jamais disparu. Au contraire, ils prospèrent dans de nombreux endroits où les lions ont décliné. Parce que les hyènes sont mieux adaptées, elles peuvent vivre dans des endroits arides, à proximité de zones résidentielles, et trouver de la nourriture dans les ordures, les carcasses ou chasser de petites proies. À mesure que l'environnement change, que l'intervention humaine rend le monde sauvage plus peuplé, ce sont les hyènes, et non les lions, qui prennent progressivement possession des terres restantes. Bien que considérée comme une espèce redoutable, la nature des hyènes n'est pas très différente de celle des humains. Ils savent créer des liens, être fidèles à la meute, élever les jeunes, diviser la hiérarchie et protéger le territoire. Ils savent attendre, évaluer les risques et parfois céder. Ce n'est pas seulement une question de moralité, mais d'instinct de survie. Dans un monde où chaque choix coûte des vies, l'existence des hyènes est la preuve que les forts ne sont pas seulement les plus forts. Mais c'est celui qui sait observer, sait persévérer, sait se cacher, et sait attendre le bon moment. Une carcasse d'antilope gisait immobile sur le sol fissuré. Le sang était encore frais, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Le lion venait d'abattre sa proie et n'en avait pas encore mangé la moitié lorsque la première silhouette apparut. Hyène 1, puis 3, puis tout le troupeau est arrivé. Ils n'ont pas besoin de traquer. Ils sont venus réclamer leur part. Le lion rugit, découvrant ses crocs en guise d'avertissement. Mais la hyène ne recula pas. Ils se dispersèrent, encerclés de tous côtés, tentèrent de mordre, puis se retirèrent immédiatement. La guerre n'est pas toujours faite de sang et de griffes. Parfois, il suffit de rendre votre adversaire impatient et fatigué pour gagner. Lorsque le lion est seul, l'opportunité s'ouvre à la hyène. Avec la majorité, ils accablent de pression. Des hurlements et des rires résonnaient à travers la poussière. Une morsure soudaine sur la jambe. Une traînée de la proie par derrière. Le lion se retourna pour riposter, mais chaque souffle devenait plus lourd. Sans coéquipier, il devrait abandonner sa nourriture et battre en retraite. Mais tout change lorsque le lion mâle apparaît. Une grande ombre, avec une épaisse crinière sombre, sa démarche tranquille mais menaçante. La hyène s'est arrêtée. Alors fuyez. Un seul coup d'un mâle suffit à briser le cou d'une hyène. Ce n'est plus un combat, c'est un avertissement. La confrontation entre lion et hyène n'est pas un simple vol. C'est un bras de fer entre le pouvoir et la stratégie, entre la puissance solitaire et l'union du nombre. Personne ne gagne éternellement. Personne ne garde tous les repas. Mais chaque combat laisse une trace, sur le corps, dans la mémoire et dans les yeux qui ne quittent jamais la proie. Au milieu des rugissements et des rires, entre la silhouette majestueuse du lion et les trébuchements patients de la hyène, la savane continue de tourner. Chaque jour qui passe, des dizaines de vies sont perdues, des centaines d'animaux naissent.
C'est le cycle implacable de la nature, cruel, mais parfait. Le lion n'est pas le dictateur des prairies. Les hyènes ne sont pas seulement des opportunistes. Ce sont deux forces opposées, mais ensemble, elles créent un équilibre délicat. Où une espèce contrôle l'autre, où le pouvoir est restreint par la sagesse et où la vie est nourrie par la mort. Aucune espèce n'est un méchant. Chaque bond, chaque morsure, chaque combat pour une proie est un acte d'instinct, de survie. C'est la compétition féroce entre les lions et les hyènes qui empêche la savane de sombrer dans le chaos, permettant aux espèces les plus faibles de survivre dans un ordre naturel testé depuis des millions d'années. Mais cette frontière fragile est désormais menacée. À mesure que les humains s'étendent, le territoire se rétrécit. Alors que la chasse, la pollution et le changement climatique prennent de l'ampleur, les anciens dirigeants sont peu à peu repoussés. Et si l'un ou les deux disparaissent, le silence ne sera pas paisible. C'est un signe d'échec. Dans la nature, tout est connecté. Les lions ont besoin des hyènes pour les empêcher de devenir complaisants. Les hyènes ont besoin des lions pour les empêcher de les dominer. Et tous deux ont besoin de la steppe, où chaque goutte de sang, chaque empreinte sur le sol porte le sens d'une longue, féroce et magnifique histoire. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon poussiéreux et que le vent recommençait à souffler dans l'herbe, un grognement sourd retentit au loin, puis se mêla à un rire aigu qui résonna dans la direction opposée. La prairie ne dort pas. Et la bataille pour la survie continue jour après jour, dans une symphonie de survie sans fin.